qui sont l'immigration, qui est l'arrivée dans un pays ou dans un lieu. L'émigration, c'est les départs, et aussi le transit. Ça, c'est trois notions fondamentales dans les sciences migratoires qui sont les socles, en fait, de la compréhension de la migration. Et puis, d'autre part, il faut dire aussi que l'asile est une migration. C'est une migration forcée. Et tout le reste, c'est une migration volontaire. Et d'ailleurs, les Nations Unies, aujourd'hui, utilisent plutôt le terme de migration de travail, et plus ils ont arrêté d'utiliser le terme migration économique. Parce que aussi l'asile ou les réfugiés deviennent aussi des travailleurs après. Donc c'est pour ça qu'il faut distinguer entre migration volontaire et migration forcée. Et pour dire que, je veux dire, cette notion devient en quelque sorte un point de rencontre thématique au niveau de, je veux dire, des sciences humaines et sociales. L'autre élément sur lequel je voulais insister, c'est ma lecture justement dans cette intervention. Vous avez vu que j'ai proposé donc en quelque sorte plusieurs notions ou clés de lecture qui sont géographiques, la Tunisie en tant qu'État, en tant que pays, mais aussi j'ai dit voisinage maghrébin, subsaharien et européen. Pourquoi? Parce que vous avez entendu, et vous entendez souvent, parler que nous sommes les voisins de l'Europe. Il y a une politique européenne de voisinage. Nous sommes les voisins de l'Europe du Sud. Et l'Europe a ses voisins de l'Est. Et bien nous aussi, nous avons notre voisinage. L'Europe est notre voisinage nord. Le Maghreb est notre voisinage latéral, horizontal. Et l'Afrique au sud du Sahara est notre voisinage du sud. Donc chacun a ses voisinages. Il faut être attentif à ça. Et je dirais que pour le terme l'Afrique au sud du Sahara, j'ai gardé le terme subsaharien parce que tout le monde le connaît, mais moi je préfère souvent utiliser le terme l'Afrique au sud du Sahara parce que subsaharien comme si c'est derrière. Le derrière. Voilà le Sahara. Non, il faut dire l'Afrique du Nord, l'Afrique au sud du Sahara. Pourquoi je dis ça? Et là j'arrive à l'un des points essentiels de cette intervention. Parce que je considère que la Tunisie doit, en quelque sorte, faire attention et être attentive à ses relations futures avec l'Afrique au sud du Sahara. Vous voyez que depuis quelques années, le Maroc a commencé depuis déjà 10 ans. Nous sommes en train d'essayer d'investir l'Afrique, dans le sens d'investir, de nous positionner sur le plan économique. Le commerce et la guerre, et l'argent maintenant c'est le nerf de la guerre. Et donc, vous avez vu que nous, pratiquement toutes ces dernières années, depuis 1 ou 2 ans, on est en train d'essayer de nous positionner en Afrique. Et dernièrement, l'année dernière, quand notre Premier ministre est allé au Niger, il a fait une visite au Niger, au Mali et au Tchad, on lui a dit, on lui a dit, monsieur le Premier ministre, tout ça c'est beau, mais est-ce que vous avez pensé comment vous allez gérer la mobilité des personnes entre nous, c'est-à-dire l'Afrique au sud du Sahara, et vous, la Tunisie ou le Maghreb? Et le grand, peut-être, défi, ça serait défi et peut-être même danger et risque, je dirais, et peut-être piège, c'est que nous allons cloner, vous voyez le terme scientifique, la même politique à laquelle nous soumet l'Union européenne, visa, restrictions, conditions de voyage, nous allons le cloner vis-à-vis de nos voisins du sud, au sud du Sahara. Alors que nos intérêts ne sont pas ceux de l'Europe. Et le problème, c'est que nous sommes en train maintenant de se voir soumettre à une pression de l'Union européenne pour qu'on regarde nos relations migratoires et les déplacements et la mobilité des personnes, on la traite comme si c'était une logique européenne. On n'arrive pas à se détacher de la logique européenne.
Et le Maroc, par exemple, qui depuis au moins 10 ans est en train d'investir l'Afrique, 10 ans a adopté une politique relativement plus intelligente, même s'il faut être très attentif. Ce n'est pas l'eau de rose, comme on dit, dans le sens où il y a beaucoup de violations des droits humains des migrants et des réfugiés au Maroc, mais il a adopté une politique qui a permis, par exemple, de mettre en place une politique d'accueil et surtout de régularisation des migrants, surtout subsahariens sur son territoire, parce que le roi marocain, le roi du Maroc, il a fait, je crois, il a visité 54 pays depuis 5 ou 6 ans, africains. Il a pratiquement refait la même chose que faisait Kadhafi avant 2011. C'est pas le même profil, bien sûr. Donc, c'est pour vous dire que nous avons intérêt justement à ne pas tomber dans le piège. Moi, j'avais publié en 2006 un article dans la revue de l'IRD et autre part, où je disais la migration de transit au Maghreb, le piège. Pourquoi je disais le piège? Parce que je considérais qu'il ne faut pas du tout rentrer dans les logiques de la politique européenne, parce que nous avons nos propres intérêts, et vous savez que les historiens le savent, puisqu'ils sont nombreux, si j'ai bien compris ici, qu'il y avait des traditions de relations, de coopération entre, d'un côté, le Maghreb et l'Afrique au sud du Sahara, surtout francophone. Les leaders historiques ont noué des relations historiques et normalement, nous ne devons pas casser ces traditions. C'est pour ça que je disais que, je veux dire, c'est l'une des clés de lecture à laquelle il faut faire attention. D'autre part, ma clé de lecture qui est donc, je disais, géographique, je vais parler de pays, je vais parler de côtes, je vais parler de routes migratoires, je vais parler de carrefours, de la Méditerranée avec ses 3 bassins. Le bassin oriental, il a un fonctionnement migratoire totalement différent, le bassin central et le bassin occidental de la Méditerranée. L'autre élément sur lequel je voudrais insister, justement, c'est que cette logique de soumission, en quelque sorte, à la politique européenne et aux logiques des politiques migratoires européennes, fait qu'on est en train je veux dire, de risquer de signer ce qu'on appelle le partenariat pour la mobilité, Mobility Partnership, avec l'Europe. Et en fait, si on dit partenariat de mobilité, en fait, moi je le considère comme un partenariat pour bloquer la mobilité entre la Tunisie et l'Union européenne plutôt que pour la faciliter. Alors que normalement, son titre, c'est faciliter la mobilité, puisque toute la politique européenne avec la Tunisie et ses relations sont soumises à la bonne volonté, entre guillemets, tunisienne, de coopérer en matière de contrôle des flux migratoires vers l'Europe. Pour que nous gardons ici, pour que la Tunisie garde ici, pour que le Maghreb garde ici, pour que le Niger et les pays au sud du Sahara gardent les migrants et les blocs pour qu'ils ne partent pas vers le sud. Et c'est pour ça que 2019 est une année qui me semble sensible dans la mesure où il y a des risques que la Tunisie se voit obligée de signer aussi bien l'ALECA que le partenariat pour la mobilité. Et vous savez que pour le partenariat de mobilité, si la Tunisie ne coopère pas pour réadmettre ses ressortissants, et peut-être aussi, mais tous les pays maghrébins le refusent, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte refusent de réadmettre les ressortissants des pays tiers. Non nationaux, d'accord, ça fait partie des obligations internationales, mais pas ce qu'on appelle les third nationals, qui sont les ressortissants des pays tiers qui partent par la Tunisie. Et là, l'Afrique du Nord, ils sont pratiquement sur la même position politique, dans le sens où ils disent que, étant des pays de transit, le transit migratoire souvent passe sans qu'on le sache que les gens sont là, passe par la frontière. Si Mohamed Ben Ayed tout à l'heure vient de signaler le terme al-Bahar Khelsatan, qui est, je crois, en termes juridiques, les juristes peuvent me corriger, c'est la transgression illégale des frontières maritimes. Bien sûr, si Mohamed il a utilisé un terme
je veux dire, littéraire, qui est le voile, le voile furtif. Mais les autorités tunisiennes et les lois tunisiennes parlent de transgression irrégulière des frontières, qui sont bien sûr sanctionnées par la loi, par des amendes et par la prison. Mais ici, je crois que les juristes vont parler de ça. Donc, pour aussi avancer sur cette question, je dirais que M. Mohamed a parlé tout à l'heure justement de la manière dont l'État se positionne. Vous savez que la migration irrégulière, le harga, on dit souvent que c'est un vote par les pieds. Et évidemment, vous le voyez, à chaque fois qu'il y a une crise, des tensions sociales, une fracture territoriale qui s'accentue, à chaque fois, les migrants partent de manière irrégulière. Et nous avons deux exemples fondamentaux. En 2008. En 2008, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le bassin minier. Le premier, les événements du bassin minier, c'est la révolte, le soulèvement du bassin minier de Gafsa. Pendant le premier semestre 2008, il y a eu le soulèvement et la répression, qui a été en fait, je veux dire, le soulèvement a été maté. Il y avait des victimes, il y avait des martyrs et il y avait des emprisonnements. Alors, entre juillet et décembre 2008, pour la première fois, je parle de la période avant 2011, pour la première fois, les Tunisiens étaient la première nationalité qui arrivait en Lampedusa et sur les côtes italiennes. 7600 à l'époque. Plus que les Nigériens, plus que tous les groupes nationaux ressortissants de chaque pays africain, pour la première fois. En 2000, alors comment expliquer ça? On a fait des enquêtes à l'époque à Galarat et à Milan, entre autres, et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup, je veux dire les 2/3 de ces estimations, mais à travers des petites enquêtes par sondage, je veux dire sommaire, les 2/3 étaient originaires de la région de Gafsa. Ce sont les jeunes qui, voyant que leur soulèvement n'a pas réussi, ils sont partis. Et moi, je dirais qu'en 2011, ça s'est répété de manière, je veux dire, haute. 2011, dès le 15 janvier, jusqu'à mars, jusqu'à mars, pratiquement tous les jours, il y avait 500 à 600 à 700 personnes qui partaient tous les jours de Tunisie. Parce qu'en fait, il y avait eu un démantèlement, un effondrement des services de sécurité. Et j'arrive à 2017, En 2017, nous considérons que la vague où il y a eu beaucoup de Tunisiens, les Tunisiens sont devenus le premier groupe national de nouveau, 4500. Je n'ai pas le temps de... Parce que si je reviens à ce que j'ai préparé, il y a 64 slides. Donc, je vais aller très vite pour juste vous montrer les données. Tunisie, en 2017, 5003 étaient arrivés. Vous voyez que c'est... Vous ne voyez pas le chiffre, peut-être, mais je le lis parce que c'est un peu loin. Donc la Tunisie, 5003, l'Érythrée, 3300, le Soudan, 2012, Pakistan, 1500, Nigeria, 1200. Alors comment expliquer ceci? Parce que c'est des interprétations, ce ne sont pas des certitudes. À travers l'observation, on essaie de croiser les données. Je crois qu'il y a deux éléments. D'abord, la fermeture des routes entre la Libye et Lampedusa. Parce que la Libye, en 2016, a signé un accord avec l'Italie pour bloquer. Et aujourd'hui, l'autre jour, j'en faisais à Barcelone, il y avait 3 équipes de gardes-côtes libyens qui étaient formées entre l'Espagne et l'Italie. Donc, l'Union européenne est arrivée
a bloqué maintenant le départ à partir de la Libye. Bien sûr, ils sont contents. Mais je rappelle qu'en 2010, donc 2008-2016, Illegal Border Crossing on the Central Mediterranean Routes. Et vous voyez que, je ne sais pas si vous le voyez de loin, en 2010, il y avait seulement 4500 qui étaient partis par les routes maritimes entre l'Italie, entre la Libye, la Tunisie d'un côté et l'Italie de l'autre côté, qui sont arrivés à Lampedusa sur le côte italienne. Et je vous rappelle qu'en 2010, à la fin de 2010, tout le monde était content. Aussi bien Kadhafi, que Ben Ali, que l'Union européenne, que Berlusconi, parce qu'ils sont arrivés à bloquer justement le départ. Et après 2011, vous voyez, donc déjà 2011, 64 000, et surtout 2014, 2015, 2016. En 2018, entre janvier et novembre, ça c'est les dernières informations, les 11 premiers mois de l'année 2018, il y a eu pour toute la Méditerranée, il y a eu 125 000 arrivées. Alors que pour la période, par exemple, 2014-2017, 2014-2017, il y a eu 1 834 000 qui sont arrivés en Europe. Donc c'est pour vous dire que peut-être aujourd'hui ils sont contents d'avoir réussi à arrêter l'immigration, à bloquer les migrants. N'oubliez pas que la migration est un droit de l'homme fondamental. Il y a le terme maintenant, le droit de l'homme du migrant. Ce n'est pas seulement le droit de l'homme, mais le droit de l'homme du migrant. C'est une notion qui est adoptée et consacrée par les Nations Unies. On n'aura pas le temps de parler du pacte, mais vous savez qu'il y a beaucoup de résistance du côté, surtout européen, mais aussi des Américains, des grandes puissances. Donc, disons qu'il y a une résistance de la part de toutes les opinions publiques, de tous les États, où il y a un risque de glissement encore plus loin vers la droite et l'extrême droite. Et je finirai par ça, pour vous dire que nous risquons d'arriver un jour où nos voisins du Nord, l'Union européenne, seront dominés, les États, les pays, la vie politique sera dominée par l'extrême droite, avec un risque fort, ça dans le sens stratégique du terme, au niveau de notre sécurité nationale, parce que ça ne sera pas seulement, n'oubliez pas, nous avons 1 300 000 Tunisiens qui vivent à l'étranger. Il y a 6 millions d'Algériens qui vivent en Europe. Il y a 4,5 millions de Marocains qui vivent, moi je parle uniquement du Maghreb. Et donc, imaginez, et ça ce sont des émigrés, c'est pour ça que tout à l'heure j'avais dit qu'il faudrait être attentif au terme, utiliser le terme migration qui permet de coiffer pratiquement toutes les notions. Et je disais qu'il y a un risque, parce que, et là, la migration peut être considérée comme un fait politique et même un risque pour la sécurité nationale. Ils le disent tous. Vous voyez que le président américain a engagé l'armée pour bloquer les migrants qui venaient d'Amérique centrale pour entrer. Alors que normalement, je veux dire, la migration est un droit de l'homme fondamental, j'ai dit. Vous voyez ce qui se passe en Brésil. Vous voyez ce qui se passe même dans les pays scandinaves qui étaient considérés comme les pays les plus souples au niveau de l'accueil des migrants et des réfugiés. Plus proche de nous. Je veux dire, le nouveau gouvernement italien et son leader phare, Salvini, qui est pire maintenant que tous les hommes politiques que nous avons vus, avec des risques que toute la politique et toute la relation et tous les échanges entre, d'un côté, la Tunisie ou les pays du Maghreb
et ces pays soient soumis à la nécessité de bloquer les migrants, de contrôler. Et ceci donc va au-delà, comme je dis, de l'Europe. Et si c'est une dynamique mondiale, je ne suis pas sûr je ne suis pas prophète, comme on dit, mais il faut être attentif à cet aspect qui est le fait que, je veux dire, la migration peut devenir, si nous n'arrivons pas à avoir notre propre politique, notre propre vision à long terme, d'être victime justement de cette évolution. Et je rappelle, par exemple, en 2017, quand il y a eu ce départ de la région de Kerkhouk, pourquoi la barque des Tunisiens, enfin des jeunes Tunisiens, a été renversée dans la nuit par le bâtiment de la Marine nationale? Parce que les migrants voulaient arriver en Europe, voulaient arriver en Italie. Alors que l'armée tunisienne, quand je dis l'armée tunisienne, le bâtiment de l'armée, c'est-à-dire l'État est obligé de respecter sa parole pour contrôler cette migration. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé d'empêcher. Ils ne l'ont pas fait. Moi je suis sûr que le bâtiment de l'armée n'a pas fait couler intentionnellement. Mais il y avait une lutte à mort entre une logique personnelle qui est avec ces logiques individuelles, sociales derrière, le background, et puis la logique politique qui est de respecter la parole donnée aux Italiens, donnée aux Européens, pour ne laisser personne partir. Moi, je le considère comme, je veux dire, sur le fond, c'est ça. C'est vraiment la lutte à mort entre deux logiques, la logique de l'État et la soumission, je veux dire, vis-à-vis des logiques migratoires européennes, d'un côté, et puis la logique sociale. Normalement, je veux dire, nous sommes un pays d'émigration et nous devons encourager le départ tunisien, surtout que nous rentrons dans un... Je termine, Monsieur le Président, c'est Mahmoud. Nous rentrons dans une logique. Je veux dire, la migration est un fait aussi de la mondialisation. Plus on avance dans la mondialisation, normalement, plus il devrait y avoir une liberté de circulation des personnes. Et on ne peut pas, on le dit souvent, mais comme nous sommes dans une position de faiblesse vis-à-vis de nos partenaires européens et mondiaux, je veux dire, on n'arrive pas à imposer l'équilibre entre, d'un côté, liberté d'entreprendre, d'investir, qui sont, d'ouvrir, je veux dire, les marchés. Là, les cas, c'est les services et l'agriculture. Et normalement, nous devons aussi, de notre côté, imposer ou demander à ce qu'il y ait aussi liberté et ouverture de la circulation et de la mobilité au profit des Tunisiens. C'est pour ça que, je veux dire, je termine pour dire que notre défi fondamental, c'est d'abord de mettre en place, de réfléchir à une politique migratoire qui prend en compte nos intérêts et pas ceux de l'Europe. Merci pour votre attention.